Ils avaient éclaté de rire lorsqu'elle affirma que sa mère avait été Navy SEAL. L'audience, censée se tenir à huis clos, s'était transformée en spectacle. Près de 200 personnes s'étaient entassées dans le centre communautaire de Riverside, impatientes d'assister à son humiliation. Assise seule à la table, Avery Whitmore observait le surintendant brandir son essai de candidature universitaire comme une pièce à conviction. Autour d'elle, les murmures enflaient. « Mythomane !» lança quelqu'un sans même baisser la voix. Ce qui aurait dû rester un simple examen académique ressemblait désormais à un procès public. Personne ne remarqua le SUV noir garé à l'extérieur, ni la façon dont son grand-père, assis au fond, ne cessait de consulter sa montre avec une précision presque militaire. Les néons du Riverside Community Center grésillaient au-dessus de la salle, ancien terrain de basket métamorphosé en tribunal improvisé. Avery, 16 ans, tenait son dos droit comme une recrue en inspection, malgré le tremblement de ses mains. Au centre, derrière un bureau surélevé, siégeait le surintendant Martin Kessler, flanqué de 4 membres du conseil scolaire. Sa voix grave résonna dans les haut-parleurs. L'audience d'évaluation de caractère est ouverte. Nous sommes ici pour examiner les éléments de la candidature d'Avery Whitmore, en particulier son essai personnel, qui contient, dit-il en marquant une pause, certaines affirmations douteuses. Le regard d'Avery balaya la foule jusqu'à croiser celui de son grand-père. Le colonel Richard Whitmore, en retraite, restait figé, visage impassible sous sa coupe argentée. Il inclina à peine la tête, leur signe secret depuis l'enfance. Tiens bon, ne cède rien. Madame Harper, son enseignante d'anglais, s'approcha du micro, des feuilles serrées contre sa poitrine comme si elles lui brûlaient les mains. C'était elle la première à avoir lu l'essai, la première à l'avoir jugé invraisemblable, et son expression trahissait l'hésitation entre devoir professionnel et malaise croissant. Sa voix trembla lorsqu'elle lut à haute voix. Tandis que d'autres mères assistaient aux réunions de parents d'élèves, la mienne servait au sein du Naval Special Warfare Development Group. Quand les autres apprenaient à leurs filles à cuisiner, la mienne m'entraînait à nager lesté et à retenir mon souffle 3 minutes. Ma mère, la commandante Dana Whitmore, fut parmi les premières amies de Tirfam et Isa à réussir l'entraînement SEAL, bien que son existence reste classifiée. Un murmure parcourut la salle, suivi d'un ricanement. « Ça suffit, mademoiselle Harper », trancha Kessler. « Docteur Carver, votre évaluation. » Le psychiatre de la ville réajusta ses lunettes avec une minutie étudiée. « Nous avons affaire à un cas typique de construction fantasmatique compensatoire. » Face à l'absence prolongée de sa mère, Avery a inventé une réalité alternative où l'abandon se transforme en héroïsme militaire. « Je n'ai pas été abandonné, » répliqua Avery d'une voix douce mais ferme, « et je n'ai pas menti. » Kessler sortit alors un dossier officiel. « Voilà le dossier militaire de votre mère, obtenu par les voies réglementaires. Dana Whitmore, spécialiste administrative dans une base de soutien naval. Congé honorable, il y a 8 ans. Aucune mention d'opération spéciale, aucune mission en zone de combat. » Le visage d'Avery resta figé, mais une lueur passa dans ses yeux. « C'est son dossier de couverture. » Le rire, d'abord discret, enfla jusqu'à envahir la salle. « Dossier de couverture ?» répéta Kessler avec un sourire mince. « Comme dans les films d'espionnage ? Continuons. Colonel Whitmore, en tant que tuteur d'Avery et père de Dana, souhaitez-vous éclairer la situation ?» Tous les regards convergèrent vers le vieil officier, qui ne bougea pas. « Je n'ai rien à ajouter à la déclaration de ma petite fille. Rien à ajouter ou rien à corriger, » insista Kessler. Le colonel consulta sa montre. « Rien à ajouter pour l'instant. » Un silence pesant s'installa. Avery ferma brièvement les yeux. Elle revit ses appels nocturnes de son enfance, la voix brouillée de sa mère, parfois réduite à des phrases codées. La sirène nage à minuit. L'aigle revient à l'aube, ce qui voulait dire « Je suis vivante, je pense à toi, je rentrerai un jour ». Le maire Donnelly se leva alors, réajustant sa cravate. Puisque le mensonge sur un service militaire est grave, peut-être qu'Avery pourrait nous éclairer sur ses soi-disant missions classifiées. Les questions se firent plus pressantes, l'incrédulité plus lourde à chaque réponse. Avery répondait avec une précision glaciale quand elle le pouvait, se taisait quand il le fallait, exactement comme sa mère le lui avait appris. Dehors, invisible à la foule avide de scandales, un SUV noir aux plaques gouvernementales venait de se garer derrière le bâtiment. À l'intérieur, l'horloge murale marquait 15h47.
Le colonel Whitmore consulta encore sa montre. 15h47. Son visage resta impassible, mais ses yeux révélaient autre chose, l'attente. Lorsque l'audience entra dans sa deuxième heure, le prétexte académique s'était entièrement évaporé. Ne restait plus qu'un spectacle public, une communauté soudée dans sa certitude. La fille étrange, silencieuse, à l'écart de la ville, venait de dévoiler l'étendue de son délire. « Alors, ces fameuses nages nocturnes encadrées par ta mère ?» lança le maire Donnelly avec un sourire moqueur. « C'était censé vous préparer à quoi exactement ? À une future carrière de Navy SEAL ? À des techniques de récupération aquatique ?» Avery répondit d'une voix mécanique. Lasse. « Non, et je n'ai jamais eu l'intention de suivre sa voie. »« Sage décision !» lança quelqu'un du fond, déclenchant une nouvelle vague de rire. C'est alors que Frank Mallory fit rouler son fauteuil jusqu'à l'espace réservé aux interventions publiques. Les médailles épinglées sur sa casquette de vétéran du Vietnam scintillaient sous les projecteurs. Son visage buriné trahissait une inquiétude croissante, mais sa voix portait la fermeté d'un homme qui avait vu le combat. « J'ai des questions sur ces soi-disant opérations spéciales, » annonça-t-il. « Quelle est la différence de protocole entre un saut à courge à haute ouverture et un saut à basse ouverture ?» Le regard d'Avery se fixa dans le sien. Le HAHI consiste à ouvrir le parachute peu après avoir quitté l'appareil, créant ainsi une grande distance entre le point de largage et la zone d'atterrissage. Le halo, au contraire, implique une chute libre jusqu'à environ 600 mètres avant ouverture, offrant moins de temps sous voile, mais une précision accrue. Les sourcils de Mallory se haussèrent légèrement. Vérification de l'équipement avant insertion maritime. Fonctionnement du recycleur, étanchéité de la combinaison, test des communications, étanchéité des armes, sécurisation du paquet de mission, récita Avery. Plus les contrôles spécifiques de chaque opérateur en fonction du matériel. Un tic agita la mâchoire de Mallory. Avant qu'il n'ait le temps de répondre, le surintendant Kessler intervint, irrité. Ce sont des choses qu'on apprend dans les films ou les jeux vidéo. Dr Carver, est-ce que ce niveau de détail correspond à votre diagnostic ? Le psychiatre hocha la tête, grave. Plus le fantasme est élaboré, plus le sujet s'y accroche. La précision de ce récit est particulièrement préoccupante. Cela montre qu'Avery entretient cette fiction depuis des années. Un flash d'appareil photo illumina la salle. Un chuchotement jaillit. Mythomane, assez fort pour se propager. Madame Harper, mal à l'aise, tenta de détourner la discussion. Peut-être devrions-nous recentrer sur les aspects académiques. Non, répliqua Kessler, sortant une photo de son dossier. Voilà la vérité. Il leva le cliché bien haut. Une femme en uniforme de marine, photo officielle, datée de 10 ans, dont les traits rappelaient irrémédiablement ceux d'Avery. Voici le portrait de service de Dana Whitmore. Pas vraiment le profil d'une opératrice spéciale, n'est-ce pas ? Les rires reprirent, cette fois chargés de cruauté. Pour la première fois, le masque d'Avery se fissura. « Vous ne savez rien d'elle » lança-t-elle. « Ce que nous savons, » répondit Kessler d'un ton faussement compatissant, « c'est qu'elle n'a jamais mis les pieds à une réunion parents-professeurs, ni à une seule activité scolaire de votre parcours. Nous savons que se forger un passé militaire est non seulement malhonnête, mais insultant pour les vrais vétérans, comme M. Mallory. » Le visage de ce dernier s'assombrit, mais il garda le silence, scrutant Avery avec une intensité nouvelle. Au loin, le bruit sourd de rotor se fit entendre dans le ciel, mais personne ne l'entendit vraiment, trop absorbé par le drame qui se jouait. Le colonel Richard Whitmore consulta sa montre. 16h13. Kessler reprit, plus solennel que jamais, « Soyons clairs, cette audience n'a pas pour but de punir, mais de vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Dr Carver recommande une thérapie intensive, et le conseil est prêt à modifier votre dossier scolaire afin de limiter les conséquences de cette situation. » Les smartphones se levèrent partout, avides de capturer la scène. L'humiliation d'Avery devenait le divertissement du jour, déjà relayé sur les réseaux locaux. Le bruit des pales s'intensifia soudain, puis s'arrêta net. « Elle m'avait dit qu'un jour, je comprendrais pourquoi elle ne pouvait pas être là, » murmura Avery, la voix brisée, « qu'un jour, tout le monde saurait qu'elle existait. »« Ah oui ?» ironisa Kessler, flairant la victoire. « Alors où est-elle ? Où se cache cette mère fantôme ?» Les portes du Riverside Community Center s'ouvrirent d'un seul mouvement, amorties par les vérins hydrauliques.
La conversation s'interrompit brutalement. 6 silhouettes en uniforme de combat naval entrèrent au pas, cadencés, bottes résonnant sur le lino. Leur visage demeurait impassible, empreint de la concentration des opérateurs habitués aux environnements extrêmes. L'insigne des forces spéciales maritimes brillait sur leur poitrine. Au centre marchait la commandante Dana Whitmore. À 42 ans, elle dégageait la tension contenue de ceux pour qui l'hésitation peut coûter la vie. Ses cheveux sombres tirés en chignon réglementaire, son uniforme constellé de rubans et d'insignes dont peu savaient être déchiffrer la portée. Ses yeux, miroir exact de ceux d'Avery, balayèrent à la salle avant de se fixer sur sa fille. Ce fut Frank Mallory le premier à reconnaître. Son corps se redressa d'un mouvement instinctif, sa main droite se levant pour saluer, malgré les années en fauteuil. Le corps de Frank Mallory réagit avant même que son esprit n'ait le temps de comprendre. Son dos se redressa, sa main droite se leva dans un salut impeccable, malgré les années passées en fauteuil. La commandante Dana Whitmore lui rendit à peine un signe de tête, puis poursuivit son avancée vers l'estrade, entourée de son équipe qui se déplaçait avec une précision parfaitement synchronisée. La foule s'écarta d'instinct, les conversations mourant sur les lèvres. La bouche du surintendant Kessler s'ouvrit, se referma, incapable de produire un son. Sans dire un mot, Dana posa un dossier frappé de sceaux officiels sur la table du surintendant. La reliure rouge et les emblèmes exécutifs ne laissaient aucun doute. Avec des gestes mesurés, elle l'ouvrit. Même de loin, chacun pouvait voir les tampons de classification sur les documents. Ces dossiers ont été déclassifiés à 0600 ce matin, déclara-t-elle d'une voix ferme qui emplit chaque recoin de la salle glacée de silence. C'était la première fois qu'elle parlait, et l'autorité de son ton ne laissait aucune place à l'interruption. Ses opérateurs s'étaient déjà dispersés dans la salle, occupant des positions stratégiques, tandis que Kessler restait figé devant le contenu du dossier. Rapports expurgés, citations présidentielles, photographies de Dana auprès de 3 administrations différentes, décorations opérationnelles où l'encre noire recouvrait plus de lignes qu'il n'en restait visible. Le dernier document portait le sceau présidentiel, un décret signé le matin même, reconnaissant officiellement le service de Dana Whitmore et révélant l'existence d'une unité féminine spécialisée, active depuis 15 ans. Le colonel Richard Whitmore se leva enfin. Sa voix, grave, résonna avec le poids de décennies de service. « Ma fille n'a pas pu se défendre, mais elle s'est assurée que la sienne n'aurait pas à subir le même silence. » Kessler, soudain mielleux, retrouva sa voix. « Commandante Whitmore, si nous avions su... » Dana leva la main, imposant le silence. Puis, mesurant ses mots, elle déclara « Ma fille a montré aujourd'hui plus de courage que je n'en ai parfois vu sur un théâtre d'opération. Elle a dit la vérité alors qu'il aurait été plus simple de mentir. » Elle fit face à l'assemblée, balayant du regard les mêmes visages qui, quelques minutes plus tôt, riaient de son enfant. « Pendant 15 ans, j'ai servi dans des missions exigeant que mon existence demeure classifiée. Cela signifiait manquer les anniversaires, les événements scolaires, les instants ordinaires que vous tenez pour acquis. Cela signifiait aussi que ma fille devait porter une vérité qu'elle ne pouvait partager, même quand se taire lui coûtait davantage. » Frank Mallory avança de quelques mètres, son visage marqué par l'émotion. « J'ai servi 30 ans et je n'en ai jamais rien su, » dit-il à l'adresse de la foule. « Certains d'entre vous ont ri de cet enfant. Qu'ils regardent les médailles sur l'uniforme de la commandante Whitmore et qu'ils me disent ce qu'ils ont accompli, qui leur donne ce droit. » Personne ne répondit. Madame Harper s'approcha timidement, reprit l'essai d'Avery posé comme une preuve d'accusation et le lui rendit d'une main tremblante. « Ceci mérite mieux qu'un « A », murmura-t-elle. « Cela mérite d'être entendu. » Avery se leva, les jambes engourdies par des heures de tension. Elle finit par rejoindre sa mère et leur étreinte condensa des années d'absence en un seul instant. « Pardonne-moi d'avoir mis si longtemps à rentrer, » souffla Dana contre ses cheveux. Kessler tenta une dernière manœuvre d'autorité. « Cette séance n'est pas officiellement... Cette audience est levée, » trancha le colonel Whitmore. L'équipe SEAL forma un corridor d'honneur, laissant Avery, sa mère et son grand-père quitter le Riverside Community Center. La salle, figée, demeura seule avec sa honte collective. 6 mois plus tard, Avery se tenait devant une commission du Congrès sur le rôle des femmes au combat. Son témoignage portait tout le poids de l'expérience vécue, le prix du secret, la force de la vérité enfin révélée.
Ma mère n'a jamais cherché la reconnaissance, conclut-elle d'une voix assurée, tandis que Dana l'écoutait fièrement depuis la tribune. Elle voulait seulement servir, mais parfois, le plus grand service consiste à rendre visible sa vérité, non pour la gloire, mais pour que d'autres sachent qu'ils ne sont pas seuls. La salle éclata en applaudissements, contraste brutal avec les moqueries encaissées à Riverside County. La présidente de la commission, la représentante Collins, se pencha vers son micro. « Mademoiselle Whitmore, votre témoignage contribuera à façonner la politique de défense pour les générations à venir. Merci pour votre courage. » Alors qu'Avery rassemblait ses notes, un assistant parlementaire s'approcha. « On vous attend dans la rotonde. » À l'extérieur de la salle d'audience, un groupe de jeunes femmes en uniforme de l'Académie militaire de West Point se tenait au garde-à-vous. La chef du groupe, une cadette de première année dont les yeux brillaient de détermination, fit un pas en avant. « Mademoiselle Whitmore, nous voulions vous remercier en personne. Le dossier déclassifié de votre mère est désormais une lecture obligatoire à l'Académie. » Avery esquissa un sourire encore peu habitué à la reconnaissance née de la révélation de la carrière de sa mère. « Je ne suis que la messagère. »« Parfois, la messagère change tout, » répondit la cadette. À Riverside County, les bouleversements avaient été tout aussi profonds et bien plus ambigus. Le centre communautaire, théâtre de l'humiliation publique d'Avery, avait été rebaptisé Whitmore Veterans Hall. Les mêmes habitants qui l'avaient ni tourné en dérision parlaient désormais de Dana et d'Avery avec une fierté ostentatoire, revendiquant un lien avec les figures les plus célèbres de la ville. Le maire Donnelly avait démissionné après la diffusion virale de la vidéo de son interrogatoire, sa carrière politique réduite en cendres par l'indignation publique. Le docteur Carver avait fermé son cabinet et s'était installé dans l'état voisin. Quant au surintendant Kessler, il demeurait en poste, mais son autorité avait été brisée. Son assurance passée avait laissé place à une prudence constante chaque fois que l'on évoquait la famille Whitmore. Seul Frank Mallory avait gagné un véritable pardon. Le vétéran du Vietnam s'était rendu dès le lendemain chez les Whitmore, remontant la longue allée en fauteuil pour présenter des excuses formelles. « Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait », confia-t-il à Dana sur le perron. La manière dont elle répondait à mes questions, la précision, mais je n'ai pas parlé quand j'aurais dû. « Vous parlez maintenant ?» répondit Dana en lui servant un café. « C'est ce qui compte. » Les lettres commencèrent à affluer la semaine suivante. Des centaines, venus de tout le pays, de filles et de fils de militaires dont la contribution était restée dans l'ombre, de jeunes femmes inspirées à suivre des chemins qu'on leur disait interdits, de gens qui avaient porté des vérités que d'autres refusaient de croire. Le colonel Richard Whitmore transforma son bureau en véritable salle de tri postale, classant chaque courrier par lieu et par thème. « Ta mère recevait ce genre de lettres aussi », expliqua-t-il un soir à Avery, tandis qu'il triait la pile du jour. Après sa première mission, quand le programme était encore expérimental, des femmes de tous les corps d'armée écrivaient à son officier traitant. Elles ignoraient moi son nom, mais savaient-ils qu'elle existait? Elle a pu les lire? Demanda Avery. Des années plus tard, quand certains éléments furent déclassifiés, répondit le colonel, et elles ont compté plus que tout. Elles savaient qu'elle avait ouvert des portes. C'est pour ça qu'elle a voulu rentrer quand ton essai a été attaqué. Elle comprenait ce que signifiait être visible. Il sortit alors une enveloppe de sa poche, usée par les manipulations répétées. Celle-ci est arrivée hier. Spécial. Le sceau présidentiel était sans équivoque. Avery l'ouvrit avec soin, ses mains bien plus sûres que dans la salle du Riverside Community Center. Le dîner des correspondants de la Maison-Blanche, lut-elle à voix haute. Il nous invite mais toutes les deux. Ta mère recevra la médaille présidentielle de la liberté, expliqua le colonel, pas seulement pour son service, mais pour ce que sa visibilité représente pour les générations futures. Ce soir-là, Avery s'assit sur le toit, juste à côté de la fenêtre de sa chambre. C'était une habitude d'enfance, scruter l'horizon à la recherche du moindre signe du retour de sa mère. Le ciel était d'une netteté rare, constellé d'étoiles brillantes. Des pas résonnèrent sur les tumestes et les tuiles. Dana vint s'asseoir près d'elle, sans un mot, leurs épaules se frôlant. « Ça te manque ?» finit par demander Avery. « Les missions, l'équipe ?» Dana prit le temps de réfléchir, comme toujours. « Ce qui me manque, c'est la clarté, » admit-elle, « la certitude du but, mais pas l'absence. 15 ans à être un fantôme dans ta vie.
C'était trop cher payé. Était-ce utile? Ce que j'ai accompli, ces opérations? Oui, pour la plupart. J'ai posé les bases pour les femmes dans les forces spéciales, et ça en valait la peine. Mais le prix que toi tu as payé... Sa main trouva celle de sa fille dans l'obscurité. Je suis encore en train de calculer cette dette. Il n'y a pas de dette, répliqua Avery avec fermeté. Tu as fait ce que tu croyais juste. Moi aussi. En contrebas, des phares balayèrent l'allée. Une voiture s'engageait dans la propriété. Le colonel sortit aussitôt sur le perron, se tenant droit malgré l'heure tardive et son âge. Encore des journalistes, soupira Dana. Ils ne lâchent rien. Celle-là est différente, dit Avery en reconnaissant le véhicule. C'est Madame Harper. La professeure d'anglais avait été la première du lycée de Riverside County à présenter ses excuses, rendant l'essai d'Avery avec un A+, et une note manuscrite pleine de remords. Contrairement à d'autres, sa repentance semblait sincère, sans arrière-pensée ni calcul d'image. « Elle m'aide à revoir mon manuscrit », expliqua Avery, celui sur les filles de militaires dont le service est resté classifié. Nous sommes bien plus nombreuses qu'on ne le pense. Les sourcils de Dana se haussèrent. « Un livre? Quand as-tu commencé ça ?»« Après l'appel du 3e éditeur, » répondit Avery avec un petit sourire. « Apparemment, mon essai de candidature a un potentiel commercial. » Elles regardèrent en silence le colonel Richard accueillir Madame Harper, l'invitant à entrer avec la courtoisie rigide qui marquait toutes ses manières. Dana reprit, d'une voix mesurée, « J'ai réfléchi à ton avenir. »« Après la remise des diplômes ?» demanda Avery, légèrement tendu. Le sujet avait toujours été source de tension, aggravé par l'absence de sa mère. « J'ai été acceptée à Boston College, » rappela-t-elle, « sciences politiques, avec une spécialisation en études stratégiques. Je sais, ton courrier d'admission est encadré dans mes quartiers, mais il y a une autre possibilité, si tu en as envie. L'académie t'a adressé une invitation. West Point, mais je n'ai jamais postulé. Ce ne serait pas une candidature classique, expliqua Dana. Une nomination spéciale, basée sur tes aptitudes et sur des qualités uniques que tu as démontrées. Aucune pression. Ton grand-père a failli s'étrangler quand je lui en ai parlé. Il a dit qu'un héritage militaire suffisait. Avery éclata de rire, imaginant la scène, puis redevint sérieuse. « Tu veux que j'accepte ? Je veux que tu choisisses ta propre route, » répondit Dana sans hésiter. « C'est pour ça que je suis revenu. C'est pour ça que j'ai exigé la déclassification, même si ça signifiait la fin de mes missions sur le terrain. Pour que tu décides avec toutes les cartes en main, pas seulement des fragments. » Depuis le jardin, la voix de Madame Harper monta jusqu'au toit. « Avery, l'éditeur a appelé. Ils veulent avancer la date de parution. »« On devrait descendre, » dit Avery, mais elle resta immobile, savourant cet instant rare de complicité. « Une minute de plus, » accepta Dana en levant les yeux vers les étoiles avec la même intensité qu'elle avait jadis réservée au briefing de mission. Boston ou West Point, écrivaine ou étudiante, ou les deux. Le choix est à toi, ajouta-t-elle, mais cette fois je serai présente, visible. Promis ? Promis, répéta Avery, soudain redevenue l'adolescente de disquette qu'elle était. Sur mon trident, jura Dana solennellement, évoquant le symbole qui incarnait tout ce qu'elle avait accompli. Et sacrifié. Plus de fantômes dans cette famille. Cet été-là, à la piscine communautaire de Riverside, Avery enseignait aux plus jeunes à nager avec des poids aux chevilles, sa mère l'observant depuis les gradins. La même communauté qui l'avait raillée la contemplait désormais en silence, presque respectueuse, tandis que la commandante Dana Whitmore corrigeait parfois une technique. Sa présence n'était plus un secret, son expertise plus jamais niée. Un après-midi, Frank Mallory franchit le bord du bassin en fauteuil, accompagné de sa petite fille, une fillette de 9 ans aux yeux graves. « Commandante Whitmore, » dit-il avec solennité, « Maddie voudrait rejoindre ce cours spécial. » Dana jaugea l'enfant avec le regard professionnel qui n'avait jamais quitté ses habitudes. « Cet entraînement est exigeant, monsieur Mallory, pas une activité de loisir. »« Je peux supporter l'exigence, » répliqua Maddie, le menton levé dans un geste qui rappelait étrangement la posture d'Avery le jour de l'audience. « Je veux tout apprendre. » Avery chercha les yeux de sa mère à travers le bassin. Un échange silencieux. Dana hocha une seule fois. « Demain matin, 5 heures, » dit Avery à Maddie. « Ne sois pas en retard. » Mallory, en repartant, s'arrêta auprès de Dana. «
Vous savez qu'ils construisent une statue à votre effigie pour le mémorial des anciens combattants » Dana grimaça. « Inutile. »« Peut-être, admit-il, mais pour les filles, comme m'a dit, celles qui vous observent, vous et votre fille, il faut qu'elles voient que c'est possible, que le chemin existe même quand on leur dit qu'il n'existe pas. » De l'autre côté de la ville, dans ce qui avait autrefois été le Donnelly Civic Building, aujourd'hui transformé en bureau des anciens combattants, le colonel Richard Whitmore s'asseyait face à Madame Harper. Entre eux, le manuscrit né de l'essai universitaire d'Avery, devenu un récit complet sur les familles militaires vivant sous le sceau du secret. « Elle a ton franc-parler », observa Madame Harper, guettant la réaction du colonel. « Et la précision de sa mère. »« Non, dit-il doucement. Elle a sa propre voix. Elle l'a toujours eue, même quand personne ne l'écoutait. » Le dernier chapitre du manuscrit rassemblait des dizaines de témoignages d'enfants de militaires classifiés, leurs expériences enfin reconnues, leurs histoires tirées de l'ombre imposée. La page de dédicace portait une phrase simple « À ceux qui ont porté des vérités que d'autres n'avaient pas l'autorisation d'entendre. » Et cette vérité, une fois révélée, avait transformé bien plus que l'histoire d'Avery. Elle avait changé la perception même de ce qui pouvait être cru possible. La veille du White House Correspondents' Dinner, Avery se tenait dans la chambre d'amis de leur suite d'hôtel à Philadelphie, contemplant son reflet dans le grand miroir. L'uniforme bleu marine, livré le matin même, lui allait parfaitement, alors qu'elle n'avait envoyé aucune mesure. Le bureau présidentiel des liaisons militaires avait des ressources et des méthodes qui restaient classifiées, même dans cette nouvelle ère de transparence. « Est-ce vraiment approprié ?» demanda-t-elle à sa mère en entrant. « Je ne suis ni engagé, ni officier. » Dana, resplendissante dans son propre uniforme orné de rubans et d'insignes, s'approcha pour ajuster le col de sa fille. « C'est le président qui l'a demandé, un uniforme honorifique pour la fille d'une récipiendaire de la médaille présidentielle de la liberté. Du jamais vu, mais notre situation est inédite elle aussi. » Le colonel Richard apparut dans l'embrasure de la porte, son uniforme de cérémonie impeccablement repassé malgré son ancienneté. « La voiture arrive dans 15 minutes, » annonça-t-il, sa voix se brisant légèrement en voyant sa fille et sa petite-fille dans la même tenue navale. « Les médias seront nombreux. »« Quand ne le sont-ils pas ?» murmura Avery, se souvenant des journalistes qui avaient campé des semaines devant leur maison de Riverside County, avides du moindre détail sur l'opératrice Seal, dont l'existence avait été classifiée pendant 15 ans. Le regard du colonel s'adoucit. « Cette fois, c'est différent. Vous contrôlez toutes les deux le récit. »« Contrôler. » Ce mot avait guidé les mois qui suivirent leur sortie dramatique du centre communautaire. Dana avait imposé une gestion stratégique de leur visibilité soudaine, appliquant la même rigueur tactique à leurs interventions médiatiques qu'à ses opérations passées. Pas d'interviews improvisées, pas de réactions à chaud, seulement des apparitions planifiées servant des objectifs précis sur la reconnaissance des femmes dans les forces spéciales. Le Pentagone avait d'abord résisté au degré de transparence exigé par Dana, mais la fascination du public força une coopération inédite. Ce qui avait commencé comme un exercice de contrôle des dégâts se mua en campagne coordonnée pour honorer les contributions des femmes en mission classifiée à travers l'histoire. « Ton ancienne équipe sera présente ce soir », mentionna le colonel d'un ton détaché qui cachait mal l'importance de la nouvelle. Les 5 opératrices qui avaient accompagné Dana au Riverside Community Center étaient restées anonymes, retournant à leurs fonctions tandis que leur commandante devenait le visage public de leur unité. « Toutes confirmées ?» demanda Dana d'un ton neutre. Avery, elle, devina l'émotion sous-jacente. « Affirmatif. Première apparition publique au complet. Le président veut une photo, » ajouta le colonel. « Bien sûr qu'il en veut une, » répondit Dana, sèche. « Année électorale. » Avery lissa sa veste, ses doigts effleurant l'insigne honorifique spécialement créé pour l'occasion. « Et Frank Mallory ?» Son association a reçu une invitation. Le Veterans Visibility Project qu'il a fondé après l'audience a pris une ampleur nationale, offrant un soutien aux militaires passant de l'ombre à la reconnaissance publique. Ce qui avait commencé comme une expiation personnelle pour n'avoir pas défendu Avery était devenu un réseau à l'échelle du pays. « Il sera à notre table », confirma le colonel, avec ton enseignante d'anglais. « Madame Harper », corrigea Avery sans réfléchir. « Elle a un nom.
grand-père. Un pli amusé effleura la lèvre du colonel. C'est vrai, tout comme les 17 éditeurs qui se disputent les droits de ton livre. Le manuscrit, né de l'essai universitaire d'Avery, avait déclenché une véritable bataille d'éditeurs, chacun voulant publier ce témoignage unique de la vie d'une enfant d'opératrice classifiée. Avery avait exigé que les bénéfices soient reversés à des bourses pour les enfants de membres des forces spéciales. Un choix qui avait encore accru l'intérêt médiatique. Un léger coup frappa à la porte de la suite. Le colonel s'éclipsa pour aller répondre, tandis que Dana procédait à une dernière inspection de l'uniforme de sa fille. « Tu es prête ?» dit-elle enfin, ces mots lourds de signification. « Prête pour un dîner ou pour ce qui viendra après ?» demanda Avery. « Les deux, » répondit Dana, même si je reste sceptique quant à West Point. La nomination à West Point restait un sujet de débat feutré entre elles. Dana redoutait le poids de l'héritage et des attentes, tandis qu'Avery y voyait de plus en plus une suite naturelle à son propre parcours. « Boston College reste en lice, » assura Avery. « Les sciences politiques ouvrent d'autres portes. »« Ce qui compte, » répliqua Dana avec fermeté, « ce sont les portes que toi tu choisis d'ouvrir, pas celles que tu crois devoir franchir à cause de mon chemin. » Le colonel Richard reparut, l'air étonnamment animé. « Il y a quelqu'un que vous devez rencontrer. » Il s'écarta, révélant une jeune femme en uniforme de l'armée. Son port était impeccable, malgré une nervosité évidente. « Lieutenant Naomi Brooks », se présenta-t-elle, serrant d'abord la main de Dana, puis celle d'Avery, officier du renseignement anciennement affecté aux activités spéciales. « Anciennement ?» demanda Dana, un intérêt professionnel dans la voix. « Déclassifié le mois dernier, madame, suite au décret exécutif qu'on appelle désormais la doctrine Whitmore, » expliqua le lieutenant. « Je fais partie des 23 opératrices dont les dossiers ont été reclassifiés en vue de la cérémonie de ce soir. » Le chiffre, lourd de sens, résonna pour toutes les trois. 23 femmes, leur contribution jusque-là invisible, désormais reconnue d'un seul geste politique. « Le président voulait que vous le sachiez avant l'annonce, » poursuivit le lieutenant Brooks. « Votre témoignage n'a pas seulement changé votre propre statut, commandante, il a ouvert la voie pour nous toutes. » Avery observa sa mère encaisser la nouvelle, un infime redressement d'épaules, un éclair d'émotion vite maîtrisé. 15 années de discipline opérationnelle ne s'effaçaient pas en une soirée, même dans un moment aussi personnel. « Les autres seront présentes au dîner ?» demanda Dana. « Premier rang, madame. On nous a donné l'ordre de nous lever au moment où vous recevrez votre médaille, » confirma Brooks. « Première reconnaissance publique du programme dans son ensemble. » Après le départ du lieutenant, la famille monta en voiture dans un silence méditatif. Par la vitre teintée défilaient les monuments de Philadelphie, témoins d'une histoire qui se réécrivait désormais pour inclure celles et ceux qui avaient servi dans l'ombre. Le tapis rouge menant à la salle de bal était bordé de journalistes et de photographes. Avery s'était habitué aux caméras ces derniers mois, mais l'ampleur de cette couverture médiatique était inédite. « N'oublie pas les protocoles, » murmura Dana à l'approche de la presse. « Pas de détails opérationnels, pas de nom d'équipière sans autorisation. »« Je sais, maman, » répondit Avery. « J'ai grandi avec ces règles. Elles franchirent la haie de micro avec l'efficacité d'une mission planifiée, réponse mesurée, esquive polie aux questions trop précises. » Le colonel marchait derrière elle, rappel vivant du legs militaire qui liait 3 générations. À l'intérieur du ballroom, leur arrivée provoqua un frisson discret. Conversation suspendue, tête qui se tournait, militaires qui se redressaient instinctivement. Frank Mallory les attendait à leur table. Il se redressa de son fauteuil pour saluer, geste auquel Dana répondit avec une précision militaire. À ses côtés, Madame Harper, vêtue d'une simple robe noire, paraissait encore ébahie de se retrouver dans un tel cercle. « Commandante, » chuchota Mallory, « le programme a été modifié. Le président veut reconnaître chacune des 23 opératrices individuellement. »« Ce n'était pas l'accord, » répondit Dana, sa voix prenant cette dureté qu'Avery connaissait bien. Certaines ont encore des contraintes de sécurité. « Participation volontaire uniquement, » rassura Mallory, mais d'après ce que j'entends, les 23 ont accepté. Le lieutenant Brooks a su convaincre, au nom de l'histoire. En s'asseyant,
Avery remarqua près de la scène un groupe de femmes en uniforme venant de différentes branches mais partageant la même prestance. Elles se distinguaient de la foule militaire par leur intensité silencieuse. « Tes coéquipières » souffla Avery. « Pas seulement les miennes » corrigea Dana doucement. « Les tiennes aussi, d'une autre façon. Chacune d'elles a une famille qui a porté le même fardeau que toi. Des enfants contraints au silence. » L'introduction présidentielle fut sobre, mesurant la portée historique de la soirée, tout en protégeant les aspects encore classifiés. Quand Dana fut appelée sur scène pour recevoir la médaille de la liberté, les 23 femmes se levèrent d'un seul mouvement. Leur présence donnait corps à ce qui n'avait existé que dans l'ombre. Le discours du président fut bref mais incisif. « Aujourd'hui, nous reconnaissons non seulement un service exceptionnel, mais un sacrifice exceptionnel. Non seulement de la commandante Whitmore, mais aussi de sa famille qui a porté des vérités classifiées sans soutien ni reconnaissance. » Lorsqu'Avery fut invité à rejoindre sa mère sur l'estrade, l'applaudissement redoubla. Personne ne manqua le symbole, une mère et une fille réunies après des années de silence imposé. La cérémonie s'acheva par la présentation officielle du Women's Special Operations Historical Recognition Act, une loi destinée à créer des mécanismes permanents pour honorer les contributions des opératrices tout en respectant les impératifs de sécurité. Plus tard dans la soirée, lorsque les discours solennels laissèrent place au dîner et aux échanges plus mesurés, Avery fut abordé par de jeunes femmes en uniforme des académies militaires, des pages du Congrès et des assistants parlementaires. Tous étaient attirés par son regard unique sur un monde demeuré invisible pour eux jusqu'à ces dernières de la semaine. « Est-ce que ça en valait la peine ?» demanda sans détour une cadette de West Point. Les années de secret, l'incrédulité, l'isolement, Avery prit un instant, ses yeux se posant sur sa mère de l'autre côté de la salle. Dana était entourée de ses anciennes équipières et même les journalistes les plus insistants maintenaient une distance respectueuse face à leur présence réunie. Je lui posais la même question, avoua Avery, si les missions justifiaient l'absence, si les accomplissements classifiés compensaient les moments manqués. « Et qu'est-ce qu'elle répondait ?» insista la cadette. « Que le calcul était impossible, » répondit Avery. « Que le service exige des sacrifices, mais que le poids de ces sacrifices ne se mesure ni en médailles, ni en reconnaissance publique. » Alors comment se mesure-t-il ? Avery se tourna entièrement vers la jeune femme, reconnaissant en elle la même curiosité obstinée qui l'avait soutenue pendant toutes ces années de silence imposé. « Par la vérité, dit-elle, quand elle peut enfin être dite, est-ce qu'elle compte encore ? Par les portes que tu as aidé à ouvrir et qui restent ouvertes pour celles qui viendront. Par le silence, quand il se brise enfin, est-ce que le bruit qu'il fait en valait la peine ? » De l'autre côté de la salle de bal, Dana croisa le regard de sa fille et lui adressa un léger signe de tête, le même qu'elle s'était échangé des mois plus tôt au centre communautaire de Riverside County. Mais le sens avait changé. Ce n'était plus « tiens bon », mais « bravo ». Plus ne laisse rien paraître, mais tout est différent désormais. La vérité, une fois révélée, avait transformé bien plus que leur propre histoire. Elle avait changé ce que d'autres pouvaient désormais croire possible.